Nous allons donc pouvoir entamer et aborder la troisième et dernière table ronde de la journée qui se consacre aux collections. Comment aborder aujourd'hui les enjeux de partage et de valorisation? Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Claire Chastanier, adjointe au sous-directeur des collections à la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, service des musées de France, Rose-Marie Mousseau, directrice du musée d'archéologie nationale et du domaine national à Saint-Germain-en-Laye, Marie Grasse, directrice générale du musée national du sport à Nice, Brigitte Liabeuf, conseillère pour les musées à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, Delphine Pinaza, directrice du Centre national du costume de scène à Moulins, et enfin Annabelle Ténez, directrice des abattoirs musée Frac Occitanie à Toulouse. Mesdames, c'est à vous. Merci Estelle. Donc, nous allons entamer cette table ronde de fin de journée exclusivement féminine avec les intervenantes que tu as citées, Estelle. Et nous allons parler des collections. C'est quand même un des piliers de la loi musée qui a renforcé et encadré leur protection, leur mouvement et beaucoup d'autres choses. Et on va continuer d'une certaine façon dans la droite ligne de la table ronde précédente autour de la rencontre. Mais là, ce n'est pas la rencontre vers les publics, c'est la rencontre à partir des collections, puisque ça sera notre prisme de départ. Et je vais d'abord demander à chacune de mes 5 accompagnatrices, intervenantes, qui représentent chacune des pans des métiers des musées et du patrimoine différents, de bien vouloir faire une très brève présentation, l'une après l'autre, de leur structure, des enjeux qu'elles portent, avant qu'on rentre dans des questions plus précises sur le thème de la table ronde. Est-ce que Merci. Donc, Brigitte Liabeuf, je suis conseillère pour les musées à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, la DRAC, comme vous le savez, est un service déconcentré du ministère de la Culture. Et en tant que conseillère pour les musées, nous sommes, alors souvent je le répète, ni inspecteurs, ni censeurs, mais accompagnateurs et facilitateurs pour l'ensemble des musées de France de nos régions. Bonjour, je suis Marie Grasse, la directrice du Musée national du sport. Je conserve l'ensemble du patrimoine sportif ou ayant trait au sport, que ce soit des collections beaux-arts, des collections textiles, j'ai l'habitude de dire des chaussettes, mais pas uniquement, des collections art décoratifs. C'est un musée de société et bien évidemment, à 2 ans des Jeux Olympiques, le ministère des Sports, puisque c'est l'unique musée de ce ministère, même si nous sommes également musée de France, m'a demandé d'être sur le devant de la scène, sauf que le musée du sport est à Nice et que les JO auront lieu à Paris. Donc, je n'entre pas dans le détail maintenant, mais on va essayer de répondre à leurs demandes. Bonjour, Annabelle Ténez, je suis la directrice d'abattoirs qui sont donc une structure double puisqu'il s'agit d'un musée d'art moderne et contemporain de la ville de Toulouse et d'un fonds régional d'art contemporain de la région Occitanie, ce qui fait que l'une de nos spécificités, c'est de faire souvent autant de public dans nos murs qu'à l'extérieur de nos murs, puisque nous avons en moyenne un peu plus de 150 000 visiteurs par an sur le site des abattoirs, mais aussi nous avons 150 000 participants à des activités, expositions hors les murs. Et nous avons une collection qui est plus que double, puisque nous avons la collection du musée, la collection qui est dite FRAC, et également en dépôt de la collection Cordier donnée au Centre Pompidou, ce qui fait que nous avons une collection d'art moderne et contemporain dont la spécificité est de remonter jusqu'à la préhistoire. C'est une bonne transition, voilà, pour le musée d'archéologie nationale et le domaine national de Saint-Germain-en-Laye, dont je suis l'heureuse directrice. Alors, c'est une vénérable institution qui cumule, on parlait de quelques chiffres, pratiquement 3 millions d'items, hein, le tout dans à peu près 10 000 mètres carrés, qui effectivement a plusieurs défis à relever, dont celui de la question environnementale. Hein. Avec un domaine national, les collections ne se limitent pas non plus à des collections qui sont des collections lithiques, hein, ou d'objets métalliques. On a aussi cette question des espèces rares qui nous préoccupe largement.
Et puis effectivement, avec d'autres enjeux majeurs, notamment des gros mouvements de collection qui sont en cours, on en reparlera, et qui nous amènent à beaucoup travailler avec des régions d'origine, à l'international, et puis avec aussi cette question de comment on partage et avec qui on partage. Merci. Delphine Pinaza, directrice du Centre national du costume de Seine, qui va bientôt devenir le Centre national du costume et de la Seine, qui est une institution EPCC ouverte en 2006, avec cette spécificité donc d'être une institution de décentralisation culturelle. Le CNCS conserve des collections de costumes de spectacles vivants, de costumes de scène, comme son nom l'indique. Une collection d'environ 10 000 costumes, ce qui représente environ 23 000 pièces d'éléments de costumes. Donc une opération de décentralisation dans la ville de Moulins, située dans le département de l'Allier, avec des collections qui nous ont été déposées, non pas de musées, mais de théâtres, donc avec des statuts de collection tout à fait spécifiques aussi, de théâtres nationaux, l'Opéra de Paris et la Comédie Française en particulier, et aussi de la Bibliothèque nationale. Depuis son ouverture en 2006, le CNCS a aussi acquis ses collections propres, et à ce titre, il est Musée de France. Merci, mesdames. Et on va pouvoir, après ce très rapide tour de table pour présenter vos structures, entamer la discussion. On a évoqué les collections, les possibilités ouvertes par la loi Musée de France. Et je pense que nous allons commencer par parler de la circulation des œuvres, prêt et dépôt, les expositions, qui favorisent des coopérations entre les institutions et aussi leur aspect parfois participatif avec le public. Et je commence par vous, Annabelle, notamment avec les expériences nombreuses dans le domaine et de valorisation par le partage, et pas de valorisation et partage. Et donc, je vous laisse nous expliquer ça. Merci à vous. Donc, peut-être qu'on va avoir quelques images, puisque, en gros, nous... Ça va être déroutant, je pense. Donc, puisque ça a été assez difficile de choisir quelques images représentatives, puisqu'en tant que musée et FRAC, souvent on me dit quelle est la différence, et je réponds souvent plutôt qu'est-ce qui se ressemble. Et donc, ce qui se ressemble, c'est d'avoir des collections, qu'elles soient inscrites sur l'inventaire musée ou inscrites sur l'inventaire FRAC. C'est d'avoir ces collections et de les partager. Alors ici, par exemple, je vous montre, ça c'est une image des abattoirs. Ce que vous voyez là qui est envahi sur le côté, alors c'était un dépôt du Centre national des arts plastiques, le Centre national des arts plastiques a fait il y a quelques années l'acquisition d'œuvres qu'on appelle à protocole, c'est-à-dire des œuvres qui sont activables et réalisables selon l'endroit où elles sont installées. Et donc ici, vous voyez une sculpture skateable de Raphaël Zarkar complètement envahie par des enfants. Et donc, j'ai été très touchée tout à l'heure parce qu'on disait que ce dont vous parliez sur le musée maison et le musée hospitalité. Et donc, c'est un peu ça aussi qu'il y a dans la cour des abattoirs, puisque là, on est en plein soleil. Mais il y avait également un néon qui a été installé et acquis il y a quelques années avec l'idée que l'œuvre reste éclairée et visible la nuit, c'est-à-dire bien rappeler que notre fonction, elle ne commence pas et elle ne s'arrête pas à l'heure où le musée ouvre et ferme. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important chez nous, l'aller et le retour. Et donc, dans cet aller et le retour, c'est aussi cette idée, je faisais un peu d'humour avec la collection Daniel Cordier, mais d'avoir une collection FRAC qui est dite de circulation, d'avoir une collection comme celle de Daniel Cordier qui nous avait dit, lorsqu'on lui avait dit « Qu'est-ce que vous attendez de nous ?» J'attends que vous soyez à la hauteur de ma liberté, de mon rapport à l'art. Donc, ce qui était quand même assez un beau défi, c'est-à-dire d'être à la hauteur de la liberté que lui voyait dans une égalité entre l'art dit non occidental, l'art dit brut, l'art dit moderne et contemporain. Et donc, que veut dire ça ? Ça veut dire une circulation et une mise, d'une certaine manière, en discussion collective de l'ensemble de nos collections. Et cette mise en discussion collective de nos collections, bien sûr, elle se fait avec le public. Tout à l'heure, on parlait de co-construction. Les exemples que je vous montrerai après, c'est l'idée justement de comment est-ce que la co-construction que nous, on a mise en place d'abord dans les opérations hors les murs avec le FRAC,
on les a ensuite intégrés dans le musée. Et donc, comme c'était la circulation des collections, eh bien, je ne manquais pas de dire que le paradoxe, c'est que la dernière grande circulation d'une grande collection nationale aux abattoirs, eh bien, c'était la Dame à la licorne, prêtée par le musée de Cluny, avec l'idée justement que comment on pourrait faire dialoguer un chef-d'œuvre du Moyen-Âge avec de l'art contemporain, mais aussi se dire comment parfois un chef-d'œuvre du Moyen-Âge peut être peut-être plus contemporain que certaines œuvres contemporaines. Donc vous voyez ici la Dame à la licorne, mise en regard d'une œuvre de la collection des abattoirs de Suzanne Husky, tapisserie justement parlant des enjeux écologiques, et une relecture par le groupe Softway Studio d'une sorte de Moyen-Âge qui sera un Moyen-Âge qui serait revu bien sûr par le 19e, mais aussi par l'angle du tuning. Donc, c'est-à-dire, c'était aussi une manière de dire, aujourd'hui, l'un des grands sujets qui questionnent les jeunes artistes contemporains, notamment en France, c'est la question du Moyen-Âge. Et de trouver autre chose dans le Moyen-Âge que ce qu'on y a lu ou ce qu'on aurait oublié d'y lire d'un point de vue sociétal, de travail en commun, de collaboration et de rapport à la nature. Et donc cette idée aussi de se dire, qui était la grande idée que nous partagions avec Séverine Lepape, la directrice du musée de Cluny, c'est de se dire comment montrer un chef-d'œuvre en dehors de Paris, ce qui est quand même un vrai enjeu, puisque la Dame à la licorne avait quitté Paris, avait voyagé à l'extérieur de la France, mais n'avait voyagé en France qu'à l'occasion des 2 guerres mondiales sans être sortie des caisses. Nous plaisantions pas mal pour dire que déjà la Dame à la licorne était venue pendant la guerre de 14-18, mais était restée cachée au couvent des Jacobins. Et donc se dire qu'est-ce que ça veut dire d'une certaine manière que séparer les grandes époques de l'histoire de l'art, et peut-être que cette séparation en fait a-t-elle encore un sens. C'était aussi cette question-là, ou au contraire comment peut-on lui apporter un nouveau sens. Donc peut-être que nous pouvons passer à la slide suivante, qui est un tout autre projet, mais qui en fait était quasiment concomitant. Pourquoi concomitant? Puisque c'est pendant cette exposition La Dame à la licorne médiévale et si contemporaine que nous avons fait le vote qui a abouti à cette exposition. À vous de choisir l'exposition participative. Cette exposition qui était initialement conçue pour les 20 ans des abattoirs, en fait, nous a beaucoup obligés à questionner notre rapport aux collections et comment nous les partagions avec le public. L'une des premières discussions que nous avons eues en interne, la responsable du service des publics a dit « Attention, nous voulons que les personnes puissent comprendre et voter pour le vote, mais sachez que la majorité du public se souviendra que nous avons un peintre qui peint en noir et une artiste japonaise un peu âgée qui fait des ronds rouges. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Donc l'idée, c'était de partager la collection de manière emblématique, présélectionnée par un vote interne et d'une certaine manière équilibrée entre acquisitions récentes, acquisitions anciennes, entre toutes les médiums, et donc de faire, grâce à ce vote, acte aussi de pédagogie vis-à-vis de la collection. Souvent, on monte nos collections, mais on n'explique pas toujours d'où viennent nos collections. On explique ce que les artistes voudraient dire, ce qu'elles représentent pour nous, mais on explique rarement comment est-ce que les collections sont arrivées ici. Et donc, ça a été l'occasion. Nous avons aussi beaucoup posé la question de comment voter. Donc, on a pu voter en ligne et voter sur le site. Il y avait une urne sur le site des abattoirs directement à partir de ce papier peint. Et également, les visiteurs ont pu laisser leur avis sur pourquoi ils avaient choisi cette œuvre, avec aussi bien des analyses qui reposaient sur l'histoire de l'art, d'autres pas du tout. Certaines très proches des œuvres, d'autres pas du tout. Dans les surprises, plusieurs œuvres entrées récemment en collection et jamais montrées avaient été choisies. Et nous avons invité l'ensemble des votants au vernissage, ce qui était assez drôle, puisque souvent, les gens qui pouvaient voter pour 3 œuvres se positionnaient auprès de leur œuvre préférée, un peu comme dans une foire avec un marchand, mais d'un seul coup, c'était leur œuvre. Ils s'étaient complètement appropriés, c'était la leur, c'est eux qui expliquaient pourquoi ils étaient proches de leur œuvre, ce qui était vraiment quelque chose d'assez émouvant. Et comment nous sommes arrivés à ça? Alors peut-être dernière slide, c'est parce que beaucoup de notre programme en FRAC, nous le co-construisons. Pourquoi nous le co-construisons? Parce que lorsque nous allons avec les partenaires, souvent, quelle que soit l'origine des partenaires, ce sont eux qui vont faire la médiation. Donc, s'ils vont faire la médiation, ils doivent pouvoir s'approprier le projet. Et s'ils sont parfois à l'initiative d'aller vers nous, alors nous, on doit faire le pas d'aller vers eux pour comprendre pourquoi ils ont fait appel à nous. Et donc, il arrive très, très souvent que les projets soient en co-construction. Et à un moment, on s'est dit,
Si on a fait l'exposition participative, c'est qu'on s'est dit pourquoi est-ce qu'on est capable de le faire à l'extérieur du musée, mais qu'on ne serait pas capable de le faire dans le musée. Et donc vous avez 3 exemples de programmes assez différents, donc, qui vont des plus jeunes aux plus âgés. Un établissement, une œuvre. Nous allons avec des originaux, je précise à chaque fois, avec des originaux, parfois musée, parfois FRAC, les deux mélangés, dans une trentaine d'établissements scolaires avec un appel à projet par an. Donc c'est un programme qui s'appelle Un établissement, une œuvre. Et l'exposition est co-construite à partir du programme pédagogique du professeur. La deuxième, c'est une exposition dans les EHPAD. Et donc, les résidents choisissent, à l'aide des psychologues, notamment des EHPAD, quelles œuvres ils souhaiteraient avoir à partir d'un thème. Donc, vous le voyez dans le deuxième exemple. Et le troisième, c'est un projet qu'on avait fait avec un quartier de la ville de Toulouse. C'est eux qui avaient imaginé cette signalétique et si l'art changeait de cadre, dont dans environ une quinzaine de commerce du quartier. Donc ici, c'est assez drôle chez un opticien, mais il y avait des commerces très très différents. Et donc c'est vraiment cette idée que les collections, elles appartiennent au sens aussi matériel à tout le monde. Merci Annabelle. Je passe la parole à Marie qui était très désireuse de nous parler des expositions autour des JO 2024, malgré son éloignement niçois, mais que je suis sûre tu vas nous expliquer comment tu vas le compenser. Je me soigne. Donc, je tentais de vous dire, avant qu'on me coupe la parole, que le Musée national du sport est l'unique musée du ministère des Sports. Donc, du coup, on est un peu leur danseuse et on en profite. Mais c'est pour ça que je le dis. Et c'est très bien. C'est très bien parce que le ministère a plus l'habitude de travailler avec des CREPS pour des constructions de piscines, etc. Et c'est vrai que les JO sont une bonne opportunité pour nous d'essayer de répondre à leurs attentes et de positionner, de faire prendre conscience que le sport est un phénomène de société et que c'est aussi une culture, c'est aussi notre culture. Je suis tombée dans cette marmite il n'y a que quelques années. Et pourtant, c'est un sujet qui est passionnant, qui nous concerne tous. Et au moment des JO 2024, il nous concerne tellement tous que la plupart des collectivités commencent d'ores et déjà à se mettre en ordre de marche et demandent à leur structure de réaliser une exposition, une rencontre, etc. etc. Sauf que pour nous, nous sommes à Nice et l'essentiel des opérations vont se passer à Paris. Donc 45 000 objets, 400 000 documents, des archives remarquables, des photos, et on se sentait un petit peu loin du terrain de jeu. Donc on a proposé à différentes structures, et d'autres nous ont aussi contactés pour prêter, faire circuler un peu ces collections et les mettre sur la scène parisienne, francilienne, mais également nationale, du coup, puisque les JO, c'est l'événement qui est le plus regardé au monde. Le sport, c'est un phénomène qui est largement médiatisé. Les sponsors ne s'y trompent pas d'ailleurs, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui circule dans le sport. Pas trop au musée du sport, mais dans le sport, oui, puisqu'ils sont dans l'immédiateté et que nous, on est plutôt dans le patrimoine. Ceci dit, le ministère des Sports nous a mis à disposition, a créé un poste pour que nous puissions avoir un permanent qui soit le relais entre les différentes structures parisiennes, que ce soit pour des prêts, mais également pour des aides dans les comités scientifiques, parce que quand un élu ou quand un directeur vous demande tout d'un coup d'organiser une exposition sur le foot ou sur le mouvement ou sur des enjeux politiques du sport, c'est pas évident. Vous avez presque tous dans vos collections, sans le savoir, des collections qui pourraient être approchées du sport par le corps, le mouvement, l'équilibre, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure au moment de l'inventaire et des collections. Donc l'idée, qui a germé dans notre tête au musée, c'était d'essayer d'aider toutes les structures qui devront organiser quelque chose à Paris pour les musées qui ne seront pas fermés, musées, bibliothèques, etc. Oui, je maintiens. Et donc,
Et on est en train de travailler avec une quarantaine de structures. L'idée, c'est d'élargir davantage encore ce réseau. Et pour cela, ce n'est pas le musée du sport qui fait ça tout seul, heureusement. Le ministère de la Culture est partie prenante, même initiante, dans ce projet. La DRAC aussi, Île-de-France, et puis bien sûr le COJO et tous les organisateurs. Donc chaque structure qui participera, qui organisera quelque chose autour de cette thématique, demandera peut-être de l'aide à notre structure, que ce soit une aide intellectuelle ou une aide aussi par des prêts d'objets, puisque les collections vont bien évidemment circuler. Mais on a pensé qu'il serait intéressant également de mettre en valeur l'ensemble de ce patrimoine, et le patrimoine également architectural, francilien. Et pour ce faire, nous travaillons avec le service de l'inventaire qui, eux, recensent et mettent en valeur le patrimoine, que ce soit une piscine, une tombe, enfin, ils signalent en tout cas une plaque de rue, la maison d'un tel. Et le but du jeu sera, en 24, d'essayer de relier l'ensemble, que ce soit le patrimoine bâti, le patrimoine architectural ou ce qui peut se passer dans des structures culturelles par la mise en valeur de collections ayant trait au sport ou de thématiques qui seront inventées ou créées à ce moment-là, de créer une sorte de grand jeu de pistes, de relais, qui relayera la tête et les jambes, des circuits en courant, marchant, trottinette, enfin, etc., qui vont relier les structures et faire découvrir ainsi ce large patrimoine sociétal. Merci Marie. Et puis alors je signale, pour ceux qui vont à Nice, il y a même, et qu'on parle tout le temps de la problématique du dernier kilomètre, il y a le tram qui va jusqu'au musée. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas y aller. On peut aussi venir en vélo bleu. Tout à fait. Rosemarie, du côté du musée d'archéologie nationale... Alors, je n'ai pas encore parlé des Olympiades préhistoriques. C'est un peu prématuré pour ça, mais on en reparlera en 2024. Ok. Voilà. L'idée, c'est plutôt effectivement d'aborder notre actualité très contemporaine en termes de programmation, parce qu'elle relève de plusieurs formes de partage en réalité. Donc, vous êtes sur un trésor qui est connu depuis 1893, qui fait partie de ces trésors monétaires assez fabuleux, 325 monnaies, 74 lingots, un torque, comme vous le voyez, particulièrement ouvragé, qui ont été découverts et dispersés sur le marché. Ils ont été dispersés sur le marché. Il y avait à peu près l'équivalent de 70 monnaies qui étaient identifiées jusqu'à l'an dernier. Et nous avons pu co-acquérir avec le musée d'Aquitaine, donc une autre forme finalement de collection en partage aussi, 25 monnaies supplémentaires pour ce qui nous concerne et 11 monnaies supplémentaires pour ce qui les concerne. Ça a donné lieu à une programmation croisée de nos fonds, programmation que nous présentons à l'heure actuelle pour pouvoir justement revenir sur ces questions de logique justement de ce qu'est censé être un trésor, une forme de fantasme, une forme d'imaginaire aussi, mais qui nous pose quelques questions aujourd'hui dans la profession. Et puis de leur côté, l'ensemble sera déposé pendant 5 ans de manière consécutive. Sur ces notions de collection en partage aussi, finalement, c'est une manière de relire quelque part les découvertes archéologiques anciennes, la manière dont elles ont pu être vues, interprétées sous l'angle territorial, et puis finalement de relire aussi ce qu'elles nous apportent aujourd'hui. Là, en l'occurrence, cette acquisition nous a permis de réintroduire finalement différents types monétaires qui n'étaient pas identifiés jusqu'à présent, notamment 2 émissions, et qui ont permis de constituer des renforcements finalement de ces collections références. Ça me permet de revenir sur une autre notion qui est importante dans ces logiques de partage et qui dépasse celle de la collection, qui est le partage des espaces. Parce qu'en introduisant ces éléments-là, on introduit aussi une forme de covisibilité, de collégialité dans cette covisibilité, et de collégialité des savoirs qui est un élément fondamental pour nous. Donc aussi à travers finalement ces questions d'acquisition. Merci. Justement, on va rester sur les acquisitions, et, parce qu'elles sont très, très importantes et encadrées par la loi musée qui a notamment fait réaffirmer l'obligation d'avoir une instance scientifique à laquelle doit être soumis tout projet d'acquisition. Et on débordera sans doute sur les restaurations. Et je passe tout de suite la parole à Brigitte pour qu'elle nous fasse part de sa connaissance de ces instances dont elle a vu la naissance. Exactement, effectivement. Alors moi aussi, je mettrai sous le signe de la collégialité et du partage ce lien avec les commissions scientifiques régionales, tant d'acquisition que de restauration, qui sont nées avec la loi musée.
et rappeler que précédemment, les musées dits contrôlés venaient présenter leurs propositions d'acquisition au Conseil artistique à Paris. Donc la loi a instauré une déconcentration de ces acquisitions et des restaurations. Et donc nous sommes aujourd'hui, alors les DRAC sont organisatrices donc, de ces commissions, qui sont un lieu de partage et de collégialité entre professionnels, d'une part, puisque nous avons dans nos commissions acquisition une quinzaine d'experts de tout domaine, et dans les restaurations, une dizaine. Et ces commissions, en fait, sont, à l'inverse du conseil artistique, donnent un panorama assez exhaustif de la situation des musées en région, via leurs acquisitions et leurs restaurations. Et ils sont aussi un lieu de partage entre professionnels, puisque nous avons des experts de chaque domaine. Donc les commissions représentent, et les dossiers qui sont présentés et les experts qui sont présents représentent toute la grande diversité des musées de France, quels qu'ils soient, y compris les muséums, puisqu'ils n'étaient pas au départ, avant la loi, intégrés à la maison Musée de France. Voilà, à la maison commune, à la famille, donc y compris les muséums. Et c'est vrai que les échanges qui ont lieu lors de ces commissions sont extrêmement agréables et partagés, puisqu'en fait, il n'est pas rare de voir, la dernière fois, une attachée de conservation spécialiste de patrimoine technique du musée Lecoq intervenir pour conseiller sur la conservation de tel ou tel matériau d'une œuvre acquise par le musée d'art contemporain de Lyon. Donc ces commissions sont l'un des rares lieux, je pense, où on a l'occasion de partager entre professionnels, quel que soit le domaine, et y compris au dehors même des domaines du musée, puisque nous avons dans nos commissions des archivistes. Et c'est l'occasion aussi de partager la problématique de la conservation et de l'acquisition des archives. Alors, en dehors de ces partages entre experts, on va dire, nous tendons de plus en plus, et je sais que, alors peut-être dans la salle, il y a des collègues qui sont parfois intimidés par le passage en commission. Alors, je rappelle que ces commissions ne sont ni un tribunal, ni un jury, mais vraiment un lieu de partage, et que si parfois on a pu donner l'impression d'arriver dans une salle avec tous ces experts qui vous regardent pour présenter votre dossier, nous essayons de plus en plus de faire que ces lieux soient aussi des lieux de partage entre les professionnels qui viennent présenter leur dossier, qu'ils soient aussi des lieux de formation. Donc nous invitons les collègues qui le souhaitent à participer en tant qu'auditeurs. Nous invitons les jeunes professionnels qui arrivent sur le territoire à assister aux commissions avant même qu'ils aient à présenter un dossier. Et nous faisons en sorte que ces commissions soient, comme je le disais, un lieu de partage. Alors nous avons évolué sur les commissions scientifiques de restauration, de telle sorte que nous ayons beaucoup plus de temps pour accompagner justement et échanger. Nous avons été test cette année en DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et en DRAC Grand Est pour réorganiser nos commissions de restauration, qui sont aussi des lieux de partage avec des professionnels, et on en a parlé tout à l'heure, qui sont les restaurateurs. Donc nous avons réorganisé pour avoir un temps de pré-commission qui nous permette en commission plénière de prendre pleinement le temps pour les dossiers qui sont un peu plus complexes, qui amènent plutôt des débats, qui sont aussi là pour accompagner des professionnels qui arrivent et qui n'auraient pas l'habitude. Et nous avons réservé aussi un temps de restitution d'expérience, puisque très souvent, nous avons des restaurations qui se déroulent sur un temps long, en plusieurs étapes, des expérimentations, et nous souhaitons que ces expérimentations soient partagées le plus possible avec les professionnels. Alors, je terminerai mon intervention sur le partage aussi des collections, alors cette fois non plus entre uniquement des professionnels, mais souligner des expériences qui sont fort intéressantes et que permet la loi, puisque sur les restaurations, les textes de loi indiquent que, évidemment, ce sont des professionnels, des restaurateurs qui interviennent, mais de plus en plus, nous voyons dans certains musées, alors des musées qui ont de faibles moyens, qui ont été souvent à l'origine de musées associatifs, mais dont les bénévoles sont toujours présents, qui ont été repris en tutelle par des collectivités territoriales. Les bénévoles sont toujours présents, et là vous avez en image
l'écomusée du Haut-Beaujolais, alors qui n'est pas consacré au vin, mais qui est consacré à des collections textiles. Et on aperçoit une petite canette de coca. Alors non pas que les gens du Beaujolais se soient convertis au coca, mais c'est en fait l'outil de Stéphane Creva, qui est un restaurateur spécialisé dans les collections métalliques. Et là, donc, dans ce projet de l'écomusée, qui est un écomusée qui a eu l'appellation en 2005 et qui a fermé quelques années après pour des problèmes bâtimentaires, c'est un musée qui aujourd'hui va réouvrir, qui est en démarche de projet. Nous en sommes à l'APD. Et donc, la solution qui a été choisie, parce que l'équipe est extrêmement réduite, c'est évidemment de faire intervenir les bénévoles pour la restauration et la remise en marche de certaines machines textiles. Et donc, ce que vous voyez là dans cette image, c'est le travail de Stéphane Creva qui, en fait, initie les bénévoles à certains matériaux, certains produits à utiliser pour la restauration. Et on est vraiment là sur la présence de la société civile aussi, dans ces problématiques de restauration et dans des échanges de savoir-faire, puisque les bénévoles sont souvent des gens, pour ce qui concernait l'écomusée du Haut-Beaujolais, issus du monde textile et qu'ils ont aussi des choses à apprendre aux restaurateurs et réciproquement. Un autre exemple, là, dans un lieu beaucoup plus prestigieux a priori que l'écomusée du Haut-Beaujolais, le musée des tissus de Lyon, donc qui, comme peut-être vous le savez, est en démarche de rénovation. Donc les collections ont été déménagées, mais se posait la question en fait d'une opération de conditionnement et de conservation préventive sur un certain nombre, une quinzaine de maquettes textiles. Et donc là, il a été décidé, le protocole a été validé en commission scientifique de restauration. Il a été décidé donc de faire appel à une association qui est à Lyon, dans le quartier des Canuts, Soieries Vivantes, qui a travaillé avec des déménageurs, la société Ali, et l'équipe des musées pour arriver à reconditionner ces objets. Et dernier exemple, là on sort d'Auvergne-Rhône-Alpes, une opération donc dans un musée qui est fermé au public depuis 2004, le musée de Henri Dupuy de Saint-Omer, et qui, en fait, là aussi, a mené et continue à mener une opération de dépoussiérage et de récollement, donc d'une grosse collection de textiles, une collection ornithologique qui est assez unique en France. Et donc, là aussi, les bénévoles ont été associés et, depuis 2001. Et donc, actuellement, il y a toujours 5 bénévoles tous les mercredis. Et le résultat est qu'aujourd'hui, il y a 90% de la collection qui a été dépoussiérée. Et là encore, les bénévoles ont été formés, initiés par un restaurateur qui s'appelle Yves Walter et que l'on connaît bien dans le monde des muséums. Donc voilà les expériences de participation et d'échange et de collégialité, tout en restant dans le cadre de la loi. Merci. Bon, on va revenir aux acquisitions, puisqu'on est passé des acquisitions aux restaurations. Et je reviens aux acquisitions en me tournant vers vous, Delphine, parce que il y a des spécificités dans l'enrichissement des collections au CNCS, dont vous allez nous parler. Oui, et absolument. Et puis aussi pour faire le lien avec ce que vient de dire Brigitte sur les commissions, je vous le disais, le CNCS a ouvert en 2006, est devenu musée de France en 2009, et a pu bénéficier justement du cadrage, on va dire, de ces commissions d'acquisition notamment. Juste 2 points, les acquisitions du CNCS sont donc de l'ordre du domaine du spectacle. On est un des seuls établissements à conserver ce type d'éléments, parce que sinon, ce sont plutôt des archives ou des documentations générales qui vont être conservées à la Bibliothèque nationale de France, également à la Bibliothèque de la Comédie Française et Bibliothèque Musée de l'Opéra de Paris. Ce qui fait que toute structure désireuse de faire conserver ses collections va donc s'adresser au CNCS. Donc nous avons beaucoup de propositions de dons, énormément. Et souvent, quand nous arrivons en commission, on sait que c'est un peu... le CNCS arrive. Et on nous donne souvent des ensembles, voire une totalité. C'est-à-dire on se retrouve nous-mêmes dans une situation où ce sont souvent des compagnies qui vont fermer. Et à l'occasion de leur fermeture, ils ont des archives et des costumes. Voilà. Et donc généralement les costumes ont aussi peut-être un relationnel plus émotionnel que des archives, et les compagnies sont souvent en demande de conserver l'intégralité de leurs costumes, de tous leurs spectacles qui ont pu être produits pendant 20-30 ans.
Voilà, donc en plus on est toujours dans une urgence parce que la compagnie ferme, il n'y a plus de moyens. La théorie pour nous, la pratique, maintenant après quelques années, ce n'est plus d'accueillir les camions, où les compagnies nous disaient bon ben je vous mets tout dans le camion et vous ferez le tri. Donc voilà, maintenant on change, c'est-à-dire que nous-mêmes nous nous déplaçons, ce qui n'est pas plus simple, parce que ça veut dire se déplacer à travers la France, souvent dans des locaux un peu type garage où les costumes ont été enfermés pendant 20 ou 30 ans dans une certaine humidité, et faire un choix debout en présence du porteur du projet, souvent du directeur de la compagnie, qui bien sûr est en demande qu'on en prenne le plus possible parce que sinon il ne sait pas quoi faire de toute manière de ses costumes. Donc si en plus on peut avoir la solution pour lui, ce serait un avantage. Voilà, donc par rapport à ça, quand on arrive aux commissions, c'est très souvent qu'on a un ensemble complexe. Et même si on essaie de limiter à 30, 40 costumes, ça fait tout de suite 150 éléments, sans parler du travail qu'il faut faire derrière. Donc on a une acquisition régulière qui est très prenante pour nos équipes, bien sûr une petite équipe, et qui nous permet un petit peu comme ça de voir toujours un travail sur du très très long terme pour le CNCS. Par ailleurs, je vous le disais tout à l'heure, on a l'autre problématique, c'est d'avoir des collections en dépôt, mais non pas dépôt de musée, mais dépôt de théâtre. Donc ces collections n'ont pas de statut, en fait, au sens patrimonial, puisque ce sont des collections qui ne sont pas des collections, ce sont des objets matériels qui appartiennent au théâtre, et juridiquement, tant qu'ils en sont les propriétaires, ils en sont évidemment le libre arbitre. Donc pour tout ce qui est question, notamment aussi de restauration, c'est pas toujours très simple de pouvoir justement avoir une politique réellement d'inscription à l'inventaire, et ce recul est parfois nécessaire, sans parler justement aussi d'avoir toute la connaissance de tous les spectacles, de toutes les œuvres qui ont pu être créées, d'autant plus que le musée a ouvert en 2006, qu'il y a une communication assez nationale, et que c'est aussi difficile quand une compagnie s'adresse à nous en tant que musée de costumes, de ne pas pouvoir non plus répondre au moins en partie à ces demandes. Voilà quelques points que je voulais évoquer ici dans la politique d'acquisition. Ce matin, je crois que c'était Marie-Christine Labordette qui évoquait que la loi musée a permis beaucoup de possibles, et je pense que le CNCS est parmi ces possibles. Alors, dans les autres possibles, Marie, s'il te plaît, peux-tu nous parler de la grande collecte du patrimoine sportif, qui est aussi une autre façon d'enrichir les collections? D'enrichir et de partager, oui, bien sûr. Dans le programme politique présidentiel, juste avant à l'annonce des JO, il a été demandé qu'il y ait une grosse part sur l'héritage. Et il s'avère qu'à part les 45 000 objets et 400 000 documents recensés au musée du sport, je n'avais pas une très bonne connaissance de ce qui existait sur les territoires. En revanche, j'avais conscience qu'en 2009, l'association des conservateurs d'Île-de-France avait déjà organisé une publication sur Faisons équipe. Et c'était un gros travail de recensement des collections liées au sport. Et j'avais également vu le travail considérable qu'avait fait la BNF, entre autres, au moment de la guerre de 14-18. Et nous nous sommes rapprochés de la Bibliothèque nationale pour essayer de travailler sur une grande collecte nationale avec l'ensemble des institutions et la totalité, le plus possible en tout cas, des musées de France, mais pas uniquement, des FRAC, des bibliothèques, pour mettre en place un portail participatif, donc aussi bien les structures, mais également le grand public, sur la mise en valeur de ces collections liées au sport, que ce soit des objets, des items, mais également des archives, mais aussi des témoignages oraux, puisque si on parle d'une tenue d'athlète, par exemple, elle a de sens véritable que si elle est recontextualisée, s'il y a des photos, des archives qui vont avec, et tant qu'à faire l'interview aussi de l'athlète qui explique son exploit. Sinon, on reste dans le maillot, ou dans ce que je disais d'une manière humoristique tout à l'heure, dans la chaussette. Et ça perd la moitié, pour pas dire la totalité, de son sens.
Donc, nous avons choisi comme donc la BNF, c'est une coproduction avec la BNF, et nous avons choisi ensemble le portail Gallica Marque Blanche qui semblait, qui nous paraît. Il semblait pas du tout, il nous paraît être le portail idoine pour ce genre d'opération, parce que c'est simple, parce qu'il est connu du grand public, parce que la BNF a une expertise et une expérience dans le domaine bien supérieur à la nôtre. Ils ont créé une dizaine de bibliothèques portails de ce type. Et l'objectif est de relier l'ensemble des structures qui participent, 70 à ce jour, sur le plan national. Donc là, cette fois-ci, on n'est pas simplement sur la Côte d'Azur ou à Paris. Il y a des musées de toute la France, des bibliothèques aussi, ou des archives professionnelles qui entrent leurs données. L'idée serait aussi de fédérer toutes les associations et toutes les sportives et toutes les fédérations sportives qui ont un gros patrimoine qui souvent part avec le président du club quand celui-ci quitte ses fonctions. Par méconnaissance, simplement. Donc voilà, nous travaillons sur ce grand portail. Je dois me taire? Non, je vois Claire qui meurt. Donc nous travaillons sur ce grand portail et l'objectif est qu'il entre dans la mémoire et dans l'héritage après, bien sûr, pendant et après les JO. Pardon. On va passer au récollement décennal parce qu'on n'oublie pas que c'est la loi Musée de France qui l'a créé et on n'oublie pas non plus qu'on est à la moitié de la seconde édition. Et donc cette opération qui comporte de multiples bienfaits et on ne le dit pas assez, Rose-Marie va nous en parler et nous en dire un mot. Alors je vais en parler mais sans donner notre pourcentage de récollement parce que sinon on a le bonnet d'âne. Je ne l'ai pas demandé. Donc effectivement en matière de récollement, parfois la question de l'ouverture, du partage et de la collégialité est une question de survie. C'est une question de survie parce que quand on gère des collections de masse, ce qui est le cas au sein du Musée d'archéologie nationale, on a besoin de toutes les forces vives qui vont pouvoir effectivement collaborer autour de ces éléments-là. Ces forces vives, elles se situent chez nos partenaires et en particulier chez nos partenaires académiques. Donc là, vous avez sous les yeux un exemple typique des opérations qui sont les nôtres, avec une pièce absolument incroyable qui est liée à une donation qui a été installée en 1904 au sein du Musée d'archéologie nationale, qui est la donation du baron Joseph de Baille. Une donation fondamentale pour la connaissance des hypogées de la Marne, qui ont donné lieu depuis quelques années à une reprise sous forme scientifique avec un projet collectif de recherche. Et cette collection comprend à peu près 11 000 items. Bien évidemment, l'opération de récollement ne peut se faire seule, donc elle va se faire accompagner d'un appui d'enseignants-chercheurs qui va venir dans nos murs, mais ne va pas simplement venir pour étudier les fonds, va nous aider concrètement à effectivement établir ces fameux PV de récollement qui sont une pièce essentielle pour la suite et en particulier la collaboration. Alors j'ai mis quand même, parce que c'est quand même un lieu de charme, il faut aussi parler du charme et de l'émotion qu'on a quand on partage ces différents lieux. On fait le récollement, bien sûr. Et quand on fait le récollement, enfin, ça fait partie de l'agréable. Je vous ai mis un détail sur un tableau de silex, parce qu'on a aussi un tableau de H. Poly, parce qu'on a l'avantage d'avoir des très très belles installations qui sont conservées aussi dans ces expositions, et avec ces très belles étiquettes à la plume manuscrite qui sont pour nous source de renseignements et qui sont effectivement aussi dans le cadre du récollement intégralement recensés pour ces pièces. Alors sur la diapositive suivante, parce que autant poursuivre sur ces logiques de collaboration, si on peut passer à MASA, c'est-à-dire à Mémoire des archéologues et sites archéologiques, qui est la slide suivante. Ou pas? Ah, elle existe, ouais, c'est sûr, c'est certain, elle est juste après, qui est effectivement aussi parfait, qui est aussi un consortium extrêmement important. Alors c'est notre petite fierté de la fin d'année puisqu'on a reçu le Cristal CNRS pour effectivement ce consortium qui visait à mettre en place des outils de partage. Ces outils de partage, ils ont été vraiment co-conçus avec le Musée d'archéologie nationale, l'INRAP, et puis surtout pratiquement tout le consortium autour de l'archéologie. Nous avons l'ensemble du réseau des écoles françaises à l'étranger ainsi que 5 maisons des sciences de l'homme qui ont contribué justement à la mise en place de ces différents outils qui vont de la question de comment est-ce qu'on va nommer ces différentes données associées au partage, comment est-ce qu'on va les mettre en place et quel type d'outils un peu structurants on peut aussi mettre en place pour les partager librement. Donc c'est le principe
principe pour nous qui était élémentaire, effectivement, de l'open source des différents logiciels. Comment est-ce qu'on peut les partager avec l'ensemble des personnes? Donc vous retrouverez sous cette page, effectivement, tous les outils mis en place, mais également une logique qui était une logique assez élémentaire de partage des expériences et des connaissances autour de la pratique des data, un élément fondamental si on veut parler de partage aussi et d'accessibilité numérique des différents éléments. Donc ce sont des petits cailloux finalement pour nous amener à une dynamique de partage beaucoup plus large avec celle des publics. Merci. Et donc finalement, après avoir fait le tour en partant de la présentation de vos structures, de la circulation, des acquisitions, le récollement, on en revient un peu au début avec ce raisonnement circulaire, mais dans une table ronde, c'est bien. L'hybridité des collections, leurs différents statuts, qui peuvent connaître une certaine porosité, des passerelles entre institutions de différentes natures sont aussi très présents dans vos différentes expériences, du décloisonnement, de l'ouverture du hors les murs. Annabelle, vous nous avez déjà parlé un petit peu, vous l'avez abordé dans votre première prise de parole, mais j'aimerais que vous nous expliquiez davantage c'est quoi la cohabitation entre un FRAC, un musée, un dépôt d'une collection nationale, les statuts, leur confrontation. Est-ce que tout ça, avec la loi Musée de France, ça marche? Alors, je vais élargir la question, puisque je vais un peu rebondir sur ce que disait Sandra Patron, puisque les abattoirs sont, avec le CAPC, une des rares structures qui dépendent à la fois de la Direction générale des patrimoines et de la DGCA. Donc, à la fois de la création et de la conservation. Et en même temps, on s'aperçoit que ces collections ont à la fois des dissemblances et des choses communes. Donc il faut savoir que d'un point de vue de conservation, nous les traitons de la même manière, très clairement, mais je le dis, mais parfois je le répète parce qu'on nous pose parfois la question. Donc on les traite de la même manière d'un point de vue conservation. Elles ne rentrent pas de la même manière dans les collections, puisque l'une, la collection dite musée, rentre via les règles de la loi musée, donc via les commissions interrégionales sur proposition de l'équipe scientifique des abattoirs. Pour la collection Fonds régional d'art contemporain, qui répond à la question du label FRAC. Donc il y a un règlement qui fait que c'est une commission collégiale dans laquelle il y a toujours forcément un artiste, un représentant local, enfin en tout cas d'institution locale, une personnalité étrangère, avec une logique qui est à la fois une logique de fond, mais qui se rapproche parfois d'une collection, puisque de nombreux FRAC se sont spécialisés, même si ce n'est pas le cas de celles des abattoirs, avec aussi la notion de soutien à la création. Et aujourd'hui se pose la question aussi, pour les FRAC, de collections qui se sont patrimonialisées. Ce qui signifie que, Brigitte, vous parliez tout à l'heure des commissions restauration. Les commissions restauration sont souvent un soutien sur des types de collections, enfin en tout cas des types de matériaux qui sont moins courants. Et par exemple, il n'y a pas l'équivalent pour les collections FRAC. Donc ça, c'est une question, puisque ces collections-là se patrimonialisent. On est, par contre, en revanche, parfois très, très strict sur la circulation des collections musées. Et nous avons fait choix aux abattoirs de faire aussi, c'est une question qui a été posée, oui, les œuvres qui sont à l'inventaire musée, évidemment pas toutes, évidemment en fonction des lieux des données de conservation, des lieux partenaires, mais circulent aussi. Donc peut-être qu'il pourrait y avoir une sorte de synergie entre les deux. Et c'est vrai que cette question, vous parliez de la question de comment est-ce qu'on est un lieu d'accueil. On pense souvent que dans les musées d'art moderne et contemporain et les FRAC, on achète toujours de la même manière, directement à l'artiste ou via une galerie. Or, il s'avère qu'avec les expositions que nous avons fait récemment, mais avec le fait d'avoir aussi cette collection Daniel Cordier, qui est très très large d'un point de vue, comme nous avons beaucoup travaillé sur, par exemple, l'histoire des créations dans les camps d'internement en Occitanie, en lien avec la question de Picasso et l'exil, ou lorsque nous avons travaillé sur François Tosquelles, le psychiatre, et Exil et psychiatrie. Donc, il s'avère que nous sommes référence en ce moment d'associations qui conservent des œuvres réalisées dans les camps. Et du coup, ils ont le réflexe de venir vers nous. Tout comme on réflexe de venir vers nous des familles aussi d'artistes qui disent ben voilà, j'ai toutes ces œuvres, qu'est-ce que je fais? Et donc, il y a aussi cette question-là de se dire qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, autour de nous, en dehors des musées, en dehors des FRAC, ont notion de collection dans la population
Et aussi, on vient nous voir parce qu'ils ont notion de collection, mais ils ne savent pas vraiment quoi en faire. Et ça, c'est une question aussi sur laquelle nous sommes tous, je crois que ce qui nous traverse tous et toutes, c'est d'être référence là-dessus. Et qu'est-ce qui rentre en collection, mais qu'est-ce que nous pouvons accompagner aussi chez les autres autour de nous. Merci Annabelle. Alors je crois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je vais quand même donner très rapidement la parole à Brigitte. Mais oui. Parce que là, c'est un mixage musée art visuel, Oui. artothèque. Oui, c'est plus pour évoquer les porosités, mais Annabelle l'a évoqué aussi en étant aux abattoirs, de constater quand même qu'on est sur des transversalités, des échanges, puisque certains FRAC, et par expérience, j'ai accompagné le FRAC Auvergne quand j'étais aussi conseillère art visuel, et la question que posait le directeur, c'était à un moment donné, est-ce qu'un certain nombre de collections ne pourraient pas rentrer en musée, puisqu'elles sont patrimonialisées et qu'elles, peut-être, elles ont pris de la valeur, et on peut se poser la question. Il y a la question aussi des liens artothèque-musée, puisqu'un certain nombre de musées ont des artothèques, et donc là, utilisent ces fonds pour, d'une manière plus générale, diffuser au plus près, parce que les artothèques, hélas, le ministère de la Culture ne les accompagne pas terriblement, mais ce sont des lieux de démocratisation culturelle. Quand ce sont des vraies artothèques qui diffusent au plus près des habitants, ce sont vraiment des outils assez exceptionnels. Et puis il y a aussi quelque chose qui circule, qui est MUMO, Musée Mobile, et qui aujourd'hui circule avec des collections de FRAC, et dont on voit aujourd'hui sur les territoires qu'il y a un plus grand rapprochement avec les musées. Avant, MUMO arrivait comme ça avec sa collection sans prêter attention au musée d'à côté. Et là, actuellement, il y a un montage qui est en train de se faire entre MUMO qui va circuler dans la Loire et le musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne, qui va fermer ses portes pour travaux et qui va donc travailler avec MUMO pour délocaliser aussi des collections. Alors là, d'une manière plus facile, puisqu'ils vont utiliser plutôt l'art de la performance, ce qui permet d'échapper aux conditions de conservation et à la matérialité de l'œuvre. Eh ben, de l'art de la performance. Je repasse à Delphine pour finir nos interventions. Alors, sur l'intégration d'un ovni dans le cadre Musée de France. Merci. Non, peut-être sur le thème de la porosité aussi et ce partage, c'est vrai qu'on s'aperçoit que nous, on travaille surtout avec un public qui n'est pas... Il y a des professionnels qui ne sont pas issus du milieu muséal, et de travailler... Alors, on dépend essentiellement... Enfin, on dépend de la DGPAT. Nous avons été créés par la DGCA, enfin à l'époque des MDTS. Et donc là, on est passé de l'un à l'autre. Nous, on essaye de revenir un petit peu côté DGCA, bien sûr, pour doubler les moyens financiers, ça vous en doutez bien. Mais on a un peu de mal. Mais aussi pour faire valoir, mais aussi parce que nous ne travaillons qu'avec des théâtres, qu'avec des metteurs en scène, qu'avec des chorégraphes, qu'avec des créateurs de costumes, des créateurs de lumière, tous les domaines que sont portés par la DGCA. Non, pour moi, c'est surtout intéressant de travailler avec ce public qui n'est pas habitué au musée, pour lequel on oppose bien sûr spectacle vivant et le musée qui est un lieu moins vivant, on va dire, pour ne pas dire autre chose, et de faire rentrer ces populations ou aussi les futurs professionnels. Le CNCS n'a pas le mot de musée dans son titre, c'est un centre, donc on peut mettre beaucoup de choses derrière ce centre, mais pour moi, ce serait aussi d'avoir une vocation surtout professionnelle, éducative, et je répète souvent auprès des jeunes ou des moins jeunes que c'est de leur musée qui leur appartient à ces professionnels, et que pour tous les établissements de formation, le CNCS est leur musée, tout comme le musée justement des créateurs de costumes qui sont quand même assez contents d'être valorisés à travers ces expositions et ce travail qui ne se fait pas peut-être par ailleurs dans le spectacle vivant, parce que dès qu'un spectacle est terminé, on passe à autre chose. Merci beaucoup. Tout ça montre la souplesse du cadre Musée de France quand même, qui permet des libertés et des échanges avec d'autres formes de patrimoine. Je crois que nous avons fini notre table ronde. Je vous remercie toutes pour vos interventions. Alors, je n'ose pas dire que le spectacle est fini, mais presque. The show must go on d'une autre manière, c'est vrai. Alors, je vais appeler pour conclure cette journée d'échange
Christelle Creff, chef du service des musées de France, à qui revient cet exercice redoutable de faire la synthèse de l'essentiel de ce qui a été dit. Merci beaucoup. Merci. Alors tout d'abord, je n'ai absolument pas la prétention de réaliser la synthèse d'une journée aussi riche et je dois dire aussi vivante. Parce que ce qui m'a marqué, je ne sais pas si cela est partagé par l'assistance, c'est la vitalité, la fraîcheur, la spontanéité des propos. Alors c'est peut-être parce que les tables rondes étaient très bien préparées et je souhaite évidemment remercier mes équipes du service des musées de France, mais je souhaite surtout remercier tous les modérateurs et tous les contributeurs et les participants. Il faut dire que les 3 premières interventions assurées par mes 3 prédécesseurs, et 2 d'entre elles sont encore parmi nous ce soir, ont placé la barre très haut en rappelant le cadre, en rappelant ce qu'est cette loi, comment elle a été initiée, mise en place, et en disant finalement que c'est une loi assez simple, qui issue d'une volonté politique forte et qui répondait aux besoins conjecturels, à des besoins aussi liés, qui remontaient à une certaine, enfin, à 1945 et à une ordonnance provisoire. Donc en ce sens, en 2002, la décentralisation est déjà bien avancée et il est important de définir ce que sont les musées. Donc l'appellation Musée de France arrive, elle définit un cadre et comme le disait Claire juste à l'instant, c'est un cadre qui est souple et qui va permettre à des projets de prospérer, de se développer en adéquation avec les territoires, avec chacun des besoins des établissements. Et donc, en ce sens, c'est une loi qui porte tous ses fruits et qui a permis beaucoup d'innovations. Ce que je retiendrai des 3 tables rondes, tout d'abord sur les projets scientifiques et culturels, c'est qu'on est passé de documents qui étaient des documents scientifiques et des documents programmes assez copieux à des documents peut-être aujourd'hui plus opérationnels et de pilotage et qui permettent de décliner de manière adaptée au contexte les projets de chacun des musées. Je retiendrai aussi évidemment ce qui fait la force de la loi de 2002 sur les musées, tout ce qui s'attache à la médiation, au développement d'une véritable politique des publics. La table ronde qui était consacrée à ce sujet n'en a donné qu'un aperçu bref, mais nous voyons à quel point ce secteur est innovant, à quel point les musées sont en résonance avec les questions contemporaines. On a très légèrement évoqué toutes les questions qui se posent avec leur transition écologique et énergétique, mais je pense que ça devra faire absolument dans les mois qui viennent l'objet d'une réunion entre nous pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir aussi avoir un retour des pratiques qui, je crois, se déploient ici ou là sur les territoires et dans nos musées nationaux, voire dans cet établissement ici au musée d'Orsay qui, je crois, en a fait un axe fort de son projet. S'agissant des collections, nous voyons que cela reste évidemment un volet absolument fondamental de la politique de nos musées. Mais pour conclure très rapidement, puisque je crois que nous devons rendre la salle très bientôt, je voudrais peut-être dire ce que je retiens de cette journée. Tout d'abord, c'est l'esprit de responsabilité et le fait qu'avec cette loi, on a fait confiance aux acteurs, on a fait confiance aux professionnels, on a fait confiance aux collectivités territoriales et que tous ceux-là ont pris leurs responsabilités et se sont engagés dans des projets. Ils se sont engagés en y investissant des crédits, souvent avec l'accompagnement de l'État, et c'est un mot qui a été employé par la conseillère musée de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, et je tiens beaucoup à ce mot, moi qui ai tant travaillé dans les DRAC, l'accompagnement de l'État et le positionnement de l'État en tant qu'accompagnateur des projets est absolument essentiel. Ensuite, il y a un mot qui est revenu tout au long de la journée, c'est celui de la collégialité. Nous sommes en effet dans une communauté professionnelle, dans un réseau qui s'est constitué, et c'est la force aussi de cette loi musée,
qui a constitué un réseau de professionnels scientifiques, de restaurateurs, de médiateurs, de responsables des services éducatifs, de services au public, de personnel d'accueil. Et donc, je crois que cette collégialité, c'est ce qui donne toute la force au projet porté par les musées. Et cela a été redit aussi bien quand il s'agissait d'évoquer les politiques des publics que quand il s'agissait d'évoquer l'élaboration des projets scientifiques et culturels. Dans toute organisation, on ne peut pas conduire un projet si on n'y associe pas toute une équipe. Et on associe une équipe et on emmène une équipe et on lance une dynamique quand on pose les bases, quand on pose les questions sur la table, quand ensuite on peut embarquer tout le monde dans le même sens. Donc je crois qu'à cet égard, dans les musées, la collégialité est évidemment fondamentale. Et puis je terminerai sur le côté humain de cette aventure. Cela a été dit tout au long de la journée. Les musées sont le reflet de notre société. Ils sont en écho à toutes les questions, ils font écho à toutes les questions contemporaines. Ce sont des organisations humaines, ce sont des organisations qui sont faites d'hommes et de femmes, qui reçoivent tous les jours des hommes et des femmes pour partager avec eux, avec elles, les collections. Et ce sont des organisations vivantes. Voilà ce que je voulais dire pour conclure cette journée, qui évidemment n'a pas fait le tour de l'ensemble des questions, mais j'aurai l'occasion, dans mon troisième et dernier propos, de vous faire quelques propositions pour l'avenir. En tout cas, c'était un véritable plaisir d'avoir ici représenté l'ensemble des musées de France, les musées nationaux, les musées des territoires, et leurs représentants. Je vous remercie pour votre attention et je crois que la suite de la journée nous réserve encore quelques surprises et quelques cadeaux. Christophe Leribaud, mais peut-être vous voulez venir me rejoindre sur la scène pour annoncer la suite. Merci à tous. Non, merci beaucoup, Christelle. C'est simplement pour vous inviter, évidemment, à rejoindre les salles d'exposition pour Munch, Indo Wiley, Rosa Bonheur. Et puis, ensuite, il y a un cocktail dans la salle des fêtes. Et puis, je crois que Christelle nous fera un autre discours. Voilà. La ministre n'ayant pas pu venir, tout repose sur ses épaules, mais que l'on sait très construite. En tout cas, bonne fin de journée au musée. Puis n'hésitez pas aussi à... Je pense que c'est intéressant aussi dans ce type de rencontre, c'est pouvoir se parler les uns les autres. Toutes les discussions de la journée peuvent amener à d'autres discussions stimulantes entre nous tous. Bonne journée. Merci Christelle Kreff et Christophe Leribaud pour ces mots de synthèse et ces mots chaleureux aussi. Je précise une prise de parole en fait conjointe par Christelle Kreff et Christophe Leribaud est prévue en fond de nef au musée d'Orsay, au plus près des 4 parties du monde par Carpeaux. Vous ne pouvez pas les manquer. Donc on vous donne rendez-vous vers 17h15 en fond de nef. Tout le reste a été annoncé. Merci beaucoup.